Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez la réputation méritée et justifiée d'être un grand coureur et vous la justifiez encore en cultivant l'amour du sport, mais aussi celui de votre prochain et des suivants. Bonjour Stéphane Diagana. Bonjour. Alors, on connaît le champion, on découvre le commentateur. La semaine prochaine débutent les championnats du monde à Doha et vous serez au micro. Et vous avez un parcours tellement fabuleux que vous consacrez 1 heure sur Sud Radio dans les clés d'une vie, c'était le minimum. Merci de votre invitation. Le principe, c'est de vous raconter à travers des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, Stéphane Diagana, c'est le 19 octobre 1977. Elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. Écoutez ce générique. La bande de Star Wars, car Star Wars est un film très important dans votre vie. C'est vrai. En fait, La Guerre des Étoiles, donc là c'est l'épisode 3, oui. Puisqu'on commence l'épisode 3, La Guerre des Étoiles, 77, la sortie effectivement, et moi j'ai commencé par le 2, par l'épisode 4, donc oui. L'Empire contre-attaque. J'avais 10 ans, et c'est vraiment un film qui m'a marqué, parce que vous savez, quand on est petit, on voit toujours, tout nous est présenté de manière très manichéenne, il y a les bons, il y a les méchants de l'autre côté, et là, c'était pas si clair que ça, en fait. On voyait qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. On voyait que dans un parcours de vie, on pouvait être tenté à un moment par des parcours, des raccourcis. Et finalement, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a fait comprendre, en fait, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait passer à l'âge adulte et comprendre que tout n'était pas comme dans les contes de fées. Et la vie, on se rend compte que c'est souvent comme ça, que c'est pas si simple de rester sur le bon chemin. Oui. Et ça vous a aussi appris, Stéphane Diagana, à gérer vos peurs. Oui, aussi, bien sûr, et à comprendre d'où elles viennent. Il y a un épisode, notamment dans l'Empire contre-attaque, où le maître Yoda envoie Luke Skywalker dans une grotte. Oui. Et il lui demande mais qu'est-ce qu'il y aura ? Et il lui dit ce que tu y apporteras. Et en fait, c'est tellement vrai quand vous êtes au départ d'une course, elle a l'importance que vous voulez lui donner. Et en fait, c'est pour chaque concurrent, quand vous êtes 8 sur la ligne de départ, c'est à chaque fois une peur, une angoisse qui est liée finalement à vos attentes et à ce que ça représente pour vous. C'est très individuel en fait. Alors, ce qui est étonnant et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au départ, George Lucas devait tourner Flash Gordon au cinéma, et Alain Resnais, ayant vu le film, il a renoncé au projet et il a eu l'idée de La Guerre des Étoiles dont personne ne voulait au départ. Oui, comme quoi parfois il faut un peu de persévérance pour sortir des choses qui font référence après pour des générations et des générations. Oui, et la persévérance, vous connaissez Stéphane Diagana. Alors, vous êtes né dans l'Aveyron, à Saint-Affrique, avec 2 F, ça n'a rien à voir avec les origines sénégalaises de votre père. C'est une petite ville de l'Aveyron, et son nom vient de l'évêque de Comminges qui a été persécuté par les Visigoths, qui s'appelait Africanus. Exactement. Alors, mais vous avez grandi à Saint-Denis, curieusement, pas dans l'Aveyron. Oui, en fait, ma mère était institutrice, donc elle était en poste à Saint-Denis. Assez drôle parce que j'ai connu ma dernière sélection en équipe de France au Stade de France à quelques kilomètres de là où j'ai grandi. Et donc ma mère, à cette époque, était en poste à Saint-Denis. Moi, je suis né l'été, pendant les vacances, dans l'Aveyron, puisque ses attaches familiales sont du côté de l'Aveyron et du Tarn, puisqu'elle est née dans le Tarn, exactement. Et le Saint-Denis d'alors n'était pas encore celui du Stade de France. C'était beaucoup plus calme, Stéphane Diagana. Oui, c'était déjà une grosse ville avec des cités comme on les connaît. C'était déjà assez développé dans la fin des années 70. Ça a grandi, ça a changé aussi, notamment du côté de la plaine Saint-Denis, mais c'était déjà une ville, une vraie grosse ville. Alors les études, c'est à Herblay, au collège Jean Villard. Jean Villard d'ailleurs qui était sportif, et à tel point qu'il était passionné à 7 par ses joutes. Vous savez, ces joutes où on s'affronte entre bateaux, et c'est comme ça qu'il a eu le décor du premier festival d'Avignon en s'inspirant de ces joutes. D'accord, voilà, j'en apprends. Pourtant, j'ai passé 4 années là-bas, mais je ne le savais pas. Je savais pas cet aspect. Vous étiez un bon élève, mais parfois travailleur sans plus faisant le boulot. Oui, voilà, c'est vrai que je me débrouillais pas mal, mais mon objectif c'était de passer dans la classe supérieure, d'essayer de bien faire les choses, mais j'avais déjà la passion de l'athlétisme très très tôt qui me prenait du temps, donc j'essayais d'équilibrer entre les deux et d'avancer sur les deux. Puis il y avait les professeurs, votre travail dépendait de la qualité et de l'humeur des professeurs aussi. Oui, mais je crois que c'est vrai pour beaucoup, on garde bons souvenirs de professeurs parfois très exigeants, mais très passionnés, et j'ai eu la chance d'en rencontrer
au collège, en français, en histoire géo, en mathématiques. Et c'est vrai que ça aide à avancer. Et je crois que tout le monde rêve d'avoir des professeurs passionnés, quitte à ce qu'ils soient exigeants. Oui, et justement, l'exigence, c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché. Oui, c'est vrai. J'ai découvert les vertus et je me le suis appliqué à moi-même au fur et à mesure. J'aurais pu l'être un peu plus à l'école. Je l'ai été beaucoup sur les terrains sportifs et je sais ce que ça peut apporter. Alors, à l'école, vos matières fortes, c'était les sciences, les maths et la physique. Rien à voir avec le sport. Alors, mes matières fortes, les matières qui me passionnaient le plus. J'aurais sans doute dû travailler plus pour avoir de meilleurs résultats, mais en termes de compréhension du monde, de ce qui m'environnait, de ce qui m'entourait, pardon, et de mon environnement, c'était oui, les maths, la physique qui m'intéressaient le plus. Après, j'ai découvert l'intérêt des autres matières, mais j'étais plus passionné par ça. Mais curieusement, on découvre la philosophie, l'histoire et le reste à la sortie des études. Beaucoup de gens sont comme ça, et c'est votre cas. Oui, je pense que j'avais pas la maturité du tout en terminale pour pouvoir apprécier les cours de philosophie à leur juste valeur. Et on le découvre un peu plus l'intérêt à l'épreuve de la vie un peu plus tard. Et je m'y suis intéressé plus tard. Comme beaucoup, il faut avoir une grande maturité, je crois, pour apprécier à 17-18 ans, c'est la philosophie. Alors, la passion du sport aussi, c'est né à 7 ans. Dans quelles circonstances, Stéphane Diagana ? Alors moi, je bougeais beaucoup. J'aimais les temps de cours d'école, de récréation, tout ce qui était prétexte à courir, et j'aimais la course. J'ai découvert très tôt des sensations finalement que j'ai vécues après très fortement sur la piste, mais qui étaient finalement très proches dans un environnement complètement différent, qui est celui de la cour d'école, où j'avais l'impression, comme sur la piste, que l'espace et le temps se modifient. Le rapport à l'espace et au temps se modifie, la perception se modifie, et comme je dis, sur une piste d'athlétisme, le centième a une valeur, il a une réalité physique, donc vous pouvez habiter le temps complètement différemment, et dans la cour d'école, j'avais ressenti ça aussi, des moments où j'accélérais et j'avais l'impression d'échapper à deux personnes qui voulaient m'attraper quand on jouait, et finalement c'était cette magie, la magie de ces instants que j'ai recherché en pratiquant l'athlétisme, à mon avis. Et puis votre première victoire, c'est pas en athlétisme, mais en volleyball contre vos professeurs. Ah, oui, il y en avait eu avant en athlétisme, mais dans les petites catégories. Mais oui, j'ai un très bon souvenir. J'avais beaucoup d'amis qui jouaient, qui pratiquaient le volleyball. Moi, à cette époque-là, je faisais du 100 hauteur. Donc j'avais un peu d'impulsion. Et ce qui est assez drôle, c'est que oui, on a battu les profs. Alors ça n'était jamais arrivé, ils ont été un peu traumatisés. Et j'ai revu après un de ces professeurs qui était entraîneur d'athlétisme aussi, quelques années plus tard, quand j'étais à l'Institut national des sports et de l'éducation physique. Il dit, tu sais qu'on n'a jamais reperdu après, ça nous est arrivé qu'une seule fois. C'est la bonne fois. Alors, il y a eu aussi quelque chose de très important, c'est que le sport vous a permis, Stéphane Diagana, de mesurer vos forces et vos faiblesses. Et c'est grâce au sport que vous avez eu le bac de justesse. Alors, j'ai eu le bac de justesse. J'étais dans un lycée très exigeant. Donc, j'avais eu un bac blanc déplorable. Je pense que j'ai eu 7 de moyenne ou peut-être moins. Mais bon, je vois mon prof de maths qui me dit, bon, vous aurez votre bac, ça, il n'y a pas de problème, vous savez comment on est au lycée ici. Bon, ça me rassurait un peu déjà, j'étais pas aussi sûr que lui. Et puis, il me dit, mais bon, il faudra être sérieux. Alors, je dis, oui, je sais, je peux l'être un peu plus. Et non, je parle pas, je sais que vous travaillez, vous pouvez travailler plus sans doute, mais on m'a dit que vous faisiez du sport. Et ça me reste en mémoire. Je dis, mais vous savez, sur les terrains de sport aussi, c'est ce qui fait que je peux faire ce que je fais aussi dans les salles de classe. J'apprends à me contrôler, j'apprends à me concentrer, j'apprends plein de choses qui me servent. Et ça, non, j'arrêterai pas, j'en ai besoin, ça fait partie de mon équilibre. Et vous avez eu le bac à 1 point près. 231 Exactement. contre 230. Exactement. Donc c'est vraiment. Et quand je suis sorti de mon dernier examen, je me suis dit, si je ne l'ai pas, c'est de 10 points et j'irai rattrapage. Si je l'ai, c'est de 10 points. Donc je m'étais pas trompé en auto-évaluation. En tout cas, ce qui est étonnant, il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps. L'erreur la plus fréquente des bacheliers en puissance, c'est se tromper de jour ou d'heure. Ils regardent leur convocation, et ben ils se trompent quand même, ils arrivent à 14h au lieu de 8h. Il y a à peu près plusieurs centaines de candidats chaque année qui tombent dans le piège. Oui, avec le nombre, ça ne m'étonne pas finalement, mais c'est vrai que ça doit être un gros stress. Vous n'avez pas fait comme d'autres du sport-études ? Non, en fait, jusqu'à ma terminale, j'ai poursuivi un cursus classique non aménagé avec des étudiants pas engagés dans le sport. C'est pas toujours facile parce que quand on est engagé dans le sport, on vit pas tout à fait de la même façon. On est obligé de refuser des soirées et donc on est d'une certaine façon parfois un petit peu marginalisé. Moi, j'avais des amis quand même qui comprenaient assez bien, mais j'ai dû
parfois repoussé pas mal d'invitations. On me disait mais pourquoi tout le temps tes compétitions? Alors je me souviens en 88 c'était les Jeux de Séoul. Je savais que j'allais entrer à l'INSEP, que j'allais être pris à l'INSEP après l'obtention de mon bac. Et puis j'avais des amis qui m'avaient invité. Je dis non, demain j'ai une compétition, c'est important. Ils me disent mais pourquoi? Alors je dis cette année c'est les Jeux de Séoul. Dans 4 ans il y a les Jeux à Barcelone. Moi j'aimerais bien y être. Ils me disent les Jeux à Barcelone n'importe quoi. Et 4 ans après j'y suis et je me classe 4e. Donc voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça et finalement qui donnent aussi beaucoup d'enseignements sur la capacité à s'engager dans les choix et à les tenir qui fait souvent la différence. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 29 juillet 1990. A tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Diagana. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stéphane Diagana, à quelques jours des championnats du monde de Doha que vous commenterez sur France Télévisions et en souvenir de pas mal de récompenses. 29 juillet 1990, ça vous dit forcément quelque chose? Oui. Vous êtes champion de France pour la première fois du 400 mètres haies. Exactement. Et vous recevez la médaille et j'ai vu la séquence en direct sur France 3. Oui, je me souviens du chrono, je me souviens que c'était pas assez normalement pour aller au championnat d'Europe. Il manquait 11 centièmes, il fallait courir moins de 50 secondes, j'avais couru 51. Et j'ai eu l'intervention, je crois, à la télé qui a peut-être été assez décisive de Jean-Claude Perrin, que beaucoup connaissent, entraîneur de la perche au Racing et des grandes années de la perche au Racing, et qui a dit oh mais ce gamin avec sa voix et sa gouaille, ce gamin il faut l'emmener quand même, il a fait une course audacieuse, il faut l'emmener. J'y suis allé et c'est vrai que ça a déclenché pas mal de choses derrière, puisque j'ai battu là-bas le record de France de Jean-Claude Nallet là-bas au championnat d'Europe qui suivait donc ces championnats de France à Split. Jean-Claude Nallet qui a été un grand champion aussi, un grand champion et qui est devenu aujourd'hui l'une des 341 personnalités qui sont dans le Hall of Fame français des champions dans l'histoire du sport. Oui, il le mérite, c'est vrai que ça a été un très très grand champion de l'athlétisme français des années 70. Alors ce premier titre, quand on reçoit la médaille, qu'est-ce qu'on ressent, Stéphane Diagana? Alors je l'ai vécu comme un début. On pourrait se dire que c'est prétentieux, mais je savais que j'étais entré à l'INSEP avec Fernand Hurtebise, mon entraîneur, dans un groupe excellent, avec des athlètes de haut niveau, et que donc c'était l'ouverture vers la compétition internationale, tout simplement, et c'est ce à quoi j'aspirais. Donc je l'ai pas pris comme une fin en soi, je l'ai pas pris comme un aboutissement, je l'ai pas pris comme un soulagement, mais comme quelque chose qui était dans la continuité de ce qu'on avait mis en place, ce que l'on avait mis en place avec mon entraîneur. Alors justement, l'entraîneur, tout a commencé à l'Institut national des sports et d'éducation physique, où vous rentrez tout timide finalement au départ, Stéphane Diagana. Oui, je rentre par la petite porte en fait, parce que j'étais un junior. Donc junior, c'est les années quand on a 18 ans, 19 ans en athlétisme, et j'étais un bon junior, capable de monter sur les podiums au championnat de France, mais toujours limite de quelques centièmes à chaque fois pour partir en sélection internationale, en équipe de France, championnat d'Europe ou championnat du monde junior. Et j'avais des amis qui, eux, partaient. Donc moi, j'ai été pris à l'INSEP dans ce contexte-là, avec une aide de la fédération, mais je ne suis pas arrivé en étant auréolé d'un titre mondial junior, comme ça peut être le cas pour un Kevin Mayer, par exemple, qui a été champion du monde junior avant d'être champion du monde senior. Et ça s'est fait petit à petit. Les progrès sont arrivés quand j'ai été dans cet environnement et que j'ai travaillé avec Fernand Hurtebise. Et pourquoi cette école, justement, plutôt qu'une autre ? En fait, on s'est retrouvés sur beaucoup de choses avec Fernand. Moi, j'ai toujours aimé les sciences, donc j'ai toujours aimé comprendre. Et Fernand, c'est un grand entraîneur. Pour vous dire, j'ai eu le record d'Europe pendant 24 ans jusqu'au mois de juin. Et il a été battu par un Norvégien très brillant. Et j'ai pas le record de mon groupe d'entraînement. Donc, pour vous dire que voilà, j'arrivais dans un groupe avec un coach expert qui aurait eu toute l'attitude pour imposer les choses, pour dire c'est comme ça, voilà, c'est pas autrement. J'étais jeune, il était plus âgé, il avait expérience, j'étais complètement débutant sur cette discipline. Et au contraire, c'est toujours quelqu'un qui a compris que la route étant longue, il fallait essayer de convaincre et non pas de séduire, de pas s'imposer par le charisme, mais de convaincre, donc d'expliquer comment. Et chez moi, c'était quelque chose d'essentiel. Alors peut-être qu'il l'a fait plus avec moi, peut-être qu'il a senti que j'en avais besoin, mais ça m'a permis de m'engager 16 ans à ses côtés parce que j'ai compris que ce que l'on mettait en place, ça me paraissait sensé, que c'était adapté au projet que j'avais et que
ça porterait ses fruits à un moment ou à un autre. Oui, et il vous a repéré tout de suite dès que vous êtes arrivé. Je crois que dans une tribune en bois, ou devant une tribune en bois, il vous a dit, toi tu feras du 400 mètres haies, et vous avez répondu oui monsieur. Exactement, mais parce que en fait j'y avais déjà réfléchi. Pourquoi le 400 mètres haies? Parce que en première année de junior, je courais le 110 mètres haies. Et puis en deuxième, j'ai dû courir sur 400 plats. J'avais un entraînement assez large qui me permettait de pouvoir faire toutes les distances, prendre part à toutes les distances du sprint et des haies. Et j'ai pris plaisir sur 400 mètres. J'ai dépassé sur 400 mètres parce que j'ai des problèmes de croissance et le 110 mètres haies me posait des problèmes au niveau lombaire. Et donc j'ai pris plaisir sur 400 mètres et je me suis dit, j'ai envie de garder le 400 mètres, mais j'aime les... Et donc j'avais fait un essai en cadet, une fois seulement, ça m'avait plu. Et donc j'avais déjà ça en tête. Lui aussi avait identifié que c'était sans doute la discipline dans laquelle je pouvais m'exprimer le mieux. Et donc pour moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit oui monsieur, parce que ça me paraissait évident. Et il n'y avait pas que ça, il avait aussi remarqué votre sens des études. Il avait dit, ça ne sert à rien d'être champion du monde si c'est pour rester con toute sa vie. En fait, c'est lié aux études, mais je crois que plus largement pour Fernand, pour moi, pour beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de sportifs, le sport est un prétexte au développement personnel. Donc il faut s'ouvrir, il faut comprendre, il faut essayer de grandir grâce au sport. Et c'est ce qu'il voulait dire par cette formule. Ça doit servir à faire des hommes. Et pour Fernand, avant d'avoir des champions, il faut avoir des hommes ou des femmes épanouis. Et c'est ce qu'il essayait de faire en encadrant aussi bien les filles que les garçons sur les disciplines du sprint et des haies. Et surtout, il avait compris que non seulement il fallait que vous fassiez du sport, mais aussi des études. Et vous avez pu faire des études dans une branche qui vous plaisait. Vous avez fait un diplôme universitaire de technologie en biologie appliquée dans les industries agroalimentaires. Ça n'a rien à voir avec l'athlétisme. Non, mais quand vous êtes dans ce genre de cursus, il y a beaucoup de biologie, beaucoup de physiologie aussi. Plus de biologie d'ailleurs, mais c'est important. Et quand vous vous entraînez, que vous voulez comprendre ce qui fonctionne sur le 400 mètres haies, vous devez comprendre la physiologie, comment fonctionne le corps humain. Donc il y a des choses qui sont assez proches. Et puis c'était des études qui m'intéressaient, qui avaient l'avantage aussi d'être aménagées et pas trop loin de l'INSEP. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur cette voie-là. Et puis après, en école d'ingénieur sur Paris, il n'y avait pas de solution. J'ai essayé 1 an, mais c'était impossible de mener les deux de front. Donc j'ai arrêté 4 ans et j'ai repris après en école de commerce pour un diplôme, un master en management. Oui, mais justement, faire des études quand on fait du sport, c'est pas si fréquent, Stéphane Diagana. Non, c'est pas fréquent, mais pour moi, ça fait partie de l'équilibre. C'est comme ça que je voulais vivre mon parcours sportif. Alors bien sûr, il faut des aménagements. On peut pas mener de front les deux sans qu'il y ait des aménagements au niveau des études, qu'on puisse étaler la scolarité. Mais moi, ça m'a apporté un certain équilibre. Je crois que notamment sur les dernières années, quand vous avez des perspectives, c'est beaucoup plus facile d'arrêter. C'est beaucoup plus facile aussi d'accepter de ne plus être au top. Parce que finalement, il n'y a pas d'enjeu sur votre futur. Vous allez avoir un métier, vous allez pouvoir poursuivre. Pour des athlètes qui n'ont rien, c'est très difficile. Et à ce moment-là, vous êtes en grande fragilité. Fragilité aussi qui peut vous rendre, je dirais, une cible potentielle pour des gens qui voudraient vous vendre quelques poudres miracles pour prolonger votre carrière. Donc, moi, j'avais ce besoin-là et je pense que c'est possible de faire du haut niveau, quel que soit le sport. Après, il faut créer l'environnement il faut que la culture y soit favorable, que tout le monde soit convaincu que, en travaillant dans une logique de haut niveau, mais avec une certaine responsabilité, une certaine RSE du haut niveau sportif, je pense que c'est possible dans n'importe quel sport et que c'est un plus. Oui, et vous travaillez jusqu'à épuisement parce que vous étiez ce qu'on appelle un besogneux, pas d'étincelle d'entraînement, mais le samedi soir quand vous rentriez chez vous, mais c'était l'épuisement, le dodo tout de suite, Stéphane Diagana. Ah oui, parfois ça attendait pas le samedi soir. La dernière grosse séance, c'est une séance de côte, course en côte, sur le plateau de Gravel, là, juste qui domine l'A4, dans le bois de Vincennes. Et donc, ce sont des séances exigeantes. Et quand il y a eu la semaine déjà qui a été très exigeante, mes parents habitaient dans le Val d'Oise, donc là je parle de l'INSEP dans le Val-de-Marne, et il fallait prendre le métro, puis le train de banlieue pour rentrer, et donc je prenais ma douche après le repas, et je disais à mes parents, oui j'arrive, et à 14h je m'endormais, et je me réveillais, il était 18h30, il faisait nuit, et donc j'arrivais pour le dîner. Voilà, c'était vraiment très très intensif, mais bon, je regrette rien, c'était un choix. Personne m'a obligé, comme je dis, j'ai jamais fait de sacrifice, j'ai fait que des choix. Voilà, et ces choix vous ont mené très haut. On en parle dans quelques instants avec une date capitale pour vous,
le 4 août 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Diagana. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stéphane Diagana. Quelques jours avant ces championnats du monde de Doha que vous commenterez pour France Télévisions. Alors une date essentielle pour vous, le 4 août 1997. Bien sûr, vous savez de quoi je veux parler, mais on va écouter quelque chose qui va rappeler ce souvenir à celles et ceux qui nous écoutent. Stéphane Diagana seul en tête pour l'instant. Brian Swanson va essayer de revenir. Allez Stéphane Diagana va-t-il tenir jusqu'au bout? C'est un des grands moments de ces championnats. Stéphane Diagana la bagarre. Stéphane va peut-être être champion du monde. Oui, Stéphane, et ben voilà, champion du monde. vous êtes champion du monde. 47 secondes 72 centièmes. Le plus beau jour de sa vie. Ouais, alors c'est le plus beau jour de votre vie d'après le commentateur. 4 août, oui, c'est mon petit privilège. Bien avant, on en a aboli et moi je suis allé chercher celui-là, le 4 août. Et oui, ça, c'était un bonheur intense, partagé avec mon entraîneur. Il faut se rappeler que l'année d'avant, c'était sans doute l'année où j'aurais pu être champion olympique en 96 à Atlanta, et j'ai eu une fracture de fatigue qui m'a empêché même d'y participer. À tel point d'ailleurs que votre entraîneur voulait tout annuler et arrêter tout. Oui, il a été déçu parce qu'on avait travaillé depuis 92 pour... 92, je suis 4e. On avait fait les choses plutôt bien jusque-là pour que ça se passe bien en 96. J'étais numéro 1 mondial sur le plan chronométrique en 95, donc 96 arrive et là, patatras, rien. Donc c'était très frustrant et donc la saveur est particulière en 97 après cette année difficile. Mais bon, c'est le sport et je trouve que c'est formidable parce que s'il n'y a pas 96, peut-être que je ne suis jamais champion du monde en 97. Surtout que cette année-là, vous n'avez pas fait une seule course. On ne vous attendait pas avec ce titre, Stéphane Diagana. Alors, j'avais couru, mais j'avais connu quelques difficultés. Donc, c'était pas écrit, c'était pas évident, loin d'être évident que je puisse être champion du monde. Mais je le suis devenu, mais comme je disais, 96, ça a été une telle frustration, ça m'a donné le sens de l'opportunité. J'avais l'impression que j'avais la vie devant moi pour être champion du monde parce que j'étais 4e, puis 3e, puis 3e dans les différents championnats précédents, que ce soit Jeux Olympiques, Championnat d'Europe, Championnat du Monde. Et je me disais, ça va arriver. Et puis 96, rien. Et je me suis dit à ce moment-là, j'étais dans les tribunes, je voyais la course était terminée, celle où mes adversaires couraient sur 400 L, et moi j'étais dans la tribune. Et je me disais, s'il reste une occasion, une seule, sois plus exigeant que jamais, ne laisse rien au hasard. C'est pour ça que je dis, les événements difficiles sont liés parfois aux événements heureux. Et dans ce moment difficile, j'ai sans doute construit cette victoire de 97. Et vous pensiez être un jour champion du monde, Stéphane Diagana ? Oui, en tout cas, on n'a jamais de certitude, mais ça faisait quelques années quand même que je creusais le sillon et que je faisais tout pour qu'un jour ça se fasse avec mon entraîneur dans un groupe d'entraînement qui aussi m'a apporté beaucoup pour pouvoir y arriver. Donc, ça n'a jamais été un rêve de gamin. J'ai pas commencé l'athlétisme en me disant je veux être champion du monde, en regardant des compétitions, mais c'est devenu un moment, une perspective, un objectif et un moment dans ma tête. Quelques années auparavant, avant ce titre, je me disais, si tu continues comme ça, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, tu deviennes champion du monde ou champion olympique. Ouais, ce serait pas illogique. Voilà. Oui, donc, c'est tout le savoir-faire de l'entraîneur qui est capable de vous amener dans cette conviction-là parce que les choses sont posées, sont rationnelles et vous voyez progresser. Et vous vous dites, oui, il y aura un jour, j'aurai mon heure. Voilà. Cet entraîneur, d'ailleurs, curieusement, il vient de Saint-Brice, dans la Mayenne, où il y a une toute petite équipe de football du district, et rien de plus. Il n'y a pas de sport là-bas. Ah, très peu, mais bon, très vite, il est allé à Rennes, il a encadré au Stade Rennais athlétisme, et là, c'est une terre d'athlétisme. Oui. Alors, vous devenez le premier champion du monde français de la spécialité. Voilà, chez les hommes, oui, effectivement. Marie-Josée Pérec m'avait devancé en 91 chez les femmes, mais chez les hommes, oui. Et qu'est-ce qu'on ressent à cet instant précis ? Alors ça, on n'y pense pas, on sait pas... Non, on ressent juste que ce soit dans le tour d'honneur, que ce soit sur le podium, que ce soit quand je retrouve mon entraîneur sous les tribunes, on ressent, je dirais, une validation. C'est un sentiment de validation de choix qui ont été faits. Quand je vous ai dit, on a ouvert ces émissions en parlant de la guerre des étoiles, le côté obscur dans le sport, c'est le dopage. Et moi, j'ai toujours, et avec mon entraîneur, on s'est toujours dit, on y arrivera, on n'y arrivera pas. On est prêt à ne pas y arriver. Si on y arrive, on mettra peut-être 8 ans là où les autres mettent 3 ans, mais on veut y arriver comme on veut le faire. Et ça,
c'est voilà, quand ça répond à cette question-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'y arriver? Ce jour-là, moi, j'ai eu la réponse. Ça change complètement votre regard sur ce que font les autres et sur sur les choix que vous pouvez faire et sur l'importance de ces choix. Parce que finalement, c'est peut-être un petit peu de ces valeurs-là que j'avais envie de faire gagner ce jour-là aussi. Et on court aussi pour des idées ou des valeurs, j'en suis convaincu. Oui, ça se passe à Athènes. Et à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait une seule ligne de métro. C'était l'enfer. Et depuis, ils ont construit 6 lignes de métro. Ils ont trouvé plus de 50 000 objets sous terre qui sont antiques, enfin qui remontent à la Grèce antique. Oui, et quelques-unes qui ont été construites pour les Jeux de 2004, notamment. Exactement. Alors, du jour au lendemain, vous êtes champion du monde. Est-ce que ça change votre vie, Stéphane Diagana? Alors, le matin, je me réveille, je me rappelle, et j'étais donc avec mon épouse. Et c'est un matin normal. Alors, pas vraiment, parce que je m'étais couché tard et j'avais encore plein de rendez-vous planifiés, beaucoup de rendez-vous pour des photos, pour des émissions. Mais je regarde mon épouse et je lui dis, en fait, c'est pareil. On n'a pas une paire d'ailes dans le dos. On se dit, non, en fait, c'est pareil. Mais dans la réalité, c'est différent parce que très vite, quand je rentre en France, à Paris ou ailleurs, on me reconnaît, on vient me féliciter. On entre dans un autre univers, on devient un personnage public et il faut s'y adapter, il faut comprendre ce qui se passe. Mais sur le coup, le matin, je dis mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Et vous devenez surtout un exemple pour les jeunes. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont découvert le 110 mètres haies grâce à cette victoire, Stéphane Diagana. Le 400 mètres haies. Le 400 mètres haies, voilà, oui. Le 110 mètres haies, il y avait déjà eu Guy Dru avant, Stéphane Caristan, et puis après Guy Dru, on vient de donner son nom d'ailleurs à une salle de sport. Je crois que pour vous, ça existe depuis longtemps. Il y a plein de salles de sport qui portent votre nom. Oui, mais je pense que Guy Dru, il y en a quelques-unes aussi. Mais donc, est-ce que finalement, être un exemple pour les jeunes aussi, ça faisait partie de vos envies, de vos désirs, Stéphane Diagana? Être une source d'inspiration pour les jeunes, je crois que ça fait toujours plaisir. Moi, c'est vraiment le chemin sur lequel j'ai envie de les guider, de leur expliquer que le résultat, c'est pas une fin en soi, c'est le chemin, ce que ça propose. Et l'exigence du sport de haut niveau, c'est le plus important finalement. Ce que ça exige de vous, on peut le trouver dans d'autres domaines finalement. Certains, ça va être dans la peinture, d'autres dans la musique, d'autres dans l'écriture. Mais il y a une exigence forte qui est presque au quotidien sur tous les aspects de votre vie et qui vous oblige à faire des choix et à vous positionner justement entre ce côté obscur et cet autre chemin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une possibilité de travailler sur soi, c'est une possibilité de grandir plus vite aussi. Le chrono, il est toujours juste. Il n'est pas injuste vis-à-vis de vous, il donne, vous avez travaillé, mais il sanctionne différemment le travail de chacun. Et quand on est jeune, on a toujours tendance à remettre la faute. Alors, le professeur, il m'aime pas, c'est pour ça que je suis mal noté. Ou dans un sport d'équipe, parfois, il me passe pas le ballon. Et on a tout le temps tendance à esquiver sa propre responsabilité. En athlétisme, on peut pas l'esquiver. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce sport, c'est que très vite, on est confronté à soi-même. On pourrait se dire c'est la faute de l'entraîneur. C'est moi qui l'ai choisi. Donc c'est encore ma faute si à un moment ça va pas. Et entraîneur avec qui vous êtes complémentaire, c'est-à-dire que quand il y a des interviews, des choses à expliquer, c'est vous, et lui il préfère aller à la pêche. Oui, entraîneur très discret en fait. Fernand, c'est pas quelqu'un qui aimait s'exposer, quelqu'un qui a une sorte de pudeur, de timidité, mais une personne formidable quand on la connaît. Oui, alors vous avez continué votre carrière, vous avez eu d'autres titres, notamment un dernier titre de champion du monde du relais 4x400 mètres, et après, vous avez arrêté. Voilà, j'ai arrêté en 2004. En fait, j'avais à peu près connu toutes les places sur les podiums en championnat du monde. J'avais été champion d'Europe aussi, et ce qui m'intéressait, ce qui me motivait, c'était de pouvoir poursuivre, mais aussi d'aller chercher un titre olympique. Et 2004, malheureusement, je me suis blessé dans la préparation. Ça n'a pas été possible. Et je m'étais dit, de toute façon, 2004 à 35 ans, tu arrêtes parce que les Jeux d'après, je parle pas des Jeux d'hiver, là où j'avais aucune compétence, mais les Jeux d'été suivants, c'était à Pékin. J'aurais eu 39 ans, ça aurait été trop compliqué de pouvoir prétendre. Et puis j'avais beaucoup de blessures. Je passais beaucoup de temps en kiné, dans les salles d'examen, et ça commençait à me peser. Et vous avez passé beaucoup de temps, on en a parlé pour vos études de management, et ça a été la surprise que personne n'imaginait que vous alliez reprendre vos études alors que vous étiez champion du monde, Stéphane Diagana.
Oui, j'ai repris mes études après 4 ans d'interruption, donc après l'année d'école d'ingénieur que j'ai faite. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, bon, maintenant, ça va être la fin. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon diplôme de biologie appliquée en agroalimentaire, vous savez, quand vous n'exercez pas, il commençait à être périmé. Et puis mes aspirations avaient changé. Et je me suis dit, vers quoi tu aimerais t'orienter? J'avais des idées de création d'entreprise, des projets. Donc, je me suis dit plutôt une école de commerce, de management. Et donc, j'ai repris en 98. Et c'est vrai que ça n'a pas été compris par beaucoup parce que j'avais 29 ans, donc il me restait encore un peu de temps devant moi. Et certains se sont dit, mais tu vas te mettre un boulet à la patte, tu viens d'être champion du monde, tu auras des perspectives de toute façon. Et puis finalement, moi je leur ai dit non, au contraire, je me donne des ailes. Je me donne des ailes pour que la suite soit plus légère et que j'ai moins de pression sur le résultat parce que j'avais pas envie d'en avoir, j'en avais jamais eu, même s'il y en a toujours un peu, mais j'en avais jamais eu qui était lié au fait de subvenir à mes besoins et de pouvoir en faire un travail. C'était une passion qui est devenue un travail, mais c'est pas l'objectif. Et je voulais pas que ce soit la dimension travail, revenu qui domine. Et donc je me suis dit, si je me donne les moyens de pouvoir choisir mon avenir, j'aurai moins de pression sur la fin de ma carrière d'athlète. Vous avez mis un peu de temps pour avoir le diplôme, je crois qu'il faut 3 ans, vous avez mis 6 ans. Exactement, oui, j'ai tout dédoublé. Et en même temps, le management, c'est pas si ancien que ça, c'est-à-dire que ça a commencé entre 1880 et 1920, je ne sais pas si vous le savez, Stéphane Diagana, lorsqu'apparaît la figure du dirigeant salarié, jusque-là, les chefs d'entreprise étaient des entrepreneurs ou des héritiers. Et le management est né à la suite de tout ça. Oui, bien sûr, et c'est souvent le cas. Nous, on a eu beaucoup à l'ESCP des intervenants d'entreprises, et c'est souvent ce que l'on constate, c'est qu'il y a des gens qui ont un talent d'artisan, un talent artistique, mais après, quand vous développez, vous avez des équipes, le management, savoir faire travailler ensemble des personnes, savoir reconnaître leurs compétences, savoir leur permettre de les aider à développer leurs compétences, justement, c'est ce qu'on appelle le management, et ça, c'est un autre métier, donc ça s'apprend. Et c'est très compliqué. Je dirais que dans les écoles de commerce, on apprend beaucoup de choses qui sont techniques, mais le management, on le touche du doigt, mais je pense que ça s'apprend sur le tas, en fait, je crois. Et ces études vous ont valu un surnom que vous allez reconnaître à travers ce générique. On vous appelle Indiana Jones. Indiana Jones. Ouais. Voilà. Ça, oui, c'est un surnom que m'a donné en premier Marc Ventouillac, que je salue, journaliste à l'équipe. Voilà, et pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas être dans un train qui ralentit, vous voulez dans un train qui accélère. Ah oui, c'était l'image que j'ai donnée pour expliquer la raison pour laquelle j'avais repris mes études. Je me disais, ma carrière en athlète, on sait très bien comment ça se finit, forcément ça va être plus difficile. Donc c'est un train qui ralentit. Eh bien, à un moment, il faut que je saute sur un train qui est en train d'accélérer, que je rate pas ce train-là. Et ce train qui est en train d'accélérer, il faut que je lui donne du mouvement. C'est sur mes études, c'est ma formation. Donc j'avais un peu cette image-là pour en tête me dire, voilà, maintenant il va falloir rebondir et passer à autre chose. Et vous avez bien rebondi, on en parle dans quelques instants à travers une date future, le 27 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Diagana. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Stéphane Diagana. Une date importante, vendredi prochain, le 27 septembre 2019. C'est le début des championnats du monde d'athlétisme à Doha. Et là, vous n'êtes pas sur la piste, mais vous commentez pour France Télévisions ces championnats. Oui, du 27 septembre au 6 octobre sur France Télévisions. À Doha, donc au Qatar, pour une première fois pour ces championnats du monde. Donc le Qatar qui accueillera aussi la Coupe du Monde de football en 2022, 3 ans plus tard. Vous êtes déjà allé au Qatar, à Doha ? Oui, je suis déjà allé quelques fois pour une compétition d'athlétisme à l'époque où je courais encore, et puis j'y suis retourné pour d'autres raisons. Oui. En même temps, il y a une chose à savoir au Qatar, à Doha, quand vous grillez un feu rouge, c'est 3 000 € d'amende, et si vous grillez ce feu rouge une deuxième fois, c'est la prison directe. Oui, il y a quelques lois, on m'en a donné d'autres. Je crois qu'on ne peut pas s'embrasser en public dans la rue, ça peut poser quelques problèmes aussi de même ordre. Alors là, il n'y aura pas de problème puisque ce sont des championnats, et des championnats importants parce qu'on a eu 5 médailles, je crois, il y a 2 ans, et que là, on a des espoirs de médailles, notamment avec un jeune champion du 110 mètres haies. Alors on a surtout des chances de médaille sur le décathlon avec Kevin Mayer, qui a battu le record du monde l'année dernière, qui est champion du monde en titre.
avec Johan Diniz à la marche, qui est champion du monde en titre aussi et recordman du monde de la discipline. Après, sur 110, on a de très jeunes talents. Pascal Martino-Lagarde. Alors, jeune talent, c'est Willem Bellossian, qui a été champion du monde junior. Et puis, un peu plus expérimenté, Pascal Martino-Lagarde et Dimitri Bascou aussi sur 110, qui a été médaillé, lui, aux Jeux Olympiques à Rio. Donc, on a une belle équipe sur 110 mètres, en effet. Comment êtes-vous devenu commentateur sur France Télévisions ? En fait, j'ai été appelé, j'ai eu 2 coups de fil. L'un d'une autre chaîne. Oui, ça peut arriver. Voilà, et l'un de France Télévisions. Et puis, je venais d'arrêter ma carrière. J'avais annoncé l'arrêt de ma carrière, donc 1 mois avant les Jeux d'Athènes. Et donc, on m'a fait ces propositions. J'ai choisi de travailler avec France Télévisions et ça fait depuis 15 ans maintenant. C'est arrivé comme ça. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que assez fréquemment, quand j'étais sur des compétitions, des meetings qui étaient retransmis sur France Télévisions ou sur d'autres chaînes, on demande, comme on demande souvent à des athlètes, de venir en cabine ou au micro pour commenter une course, pour partager, pour faire un retour sur sa compétition, sur sa course. Et puis ça s'était plutôt bien passé et donc c'est peut-être ça qui a fait qu'on m'a sollicité. Oui, mais c'est un métier aussi très différent. On comprend ce qui se passe sur le terrain, sur la piste, parce que justement on a vécu ces moments-là, Stéphane Diagana. Oui, c'est vrai. Le fait d'avoir vécu ces moments permet de décrypter un peu mieux peut-être ce qui se passe. C'est le rôle du consultant qui est différent de celui du journaliste. La grande difficulté de l'athlétisme, c'est que globalement, on va dire, il y a 20 épreuves chez les hommes, 20 épreuves chez les femmes, un peu plus. Si vous voulez suivre ne serait-ce que les 3 meilleurs mondiaux de chaque discipline, ça fait 120 personnes à suivre dans la saison. Et puis, il y a une diversité de disciplines qui fait que finalement, quand on commente le marteau ou la marche, c'est comme si on commentait le badminton et le bobsleigh. Rien à voir. Et donc, il faut s'intéresser à toutes les disciplines. Mais je suis un passionné d'athlète depuis tout petit. J'ai essayé toutes ces disciplines, ou presque. Et donc, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi d'essayer de faire voir, de permettre aux téléspectateurs de voir ce qu'ils ne voient pas d'un premier abord, parce que parfois c'est dans le détail que l'on voit la différence et que l'on apprécie le geste, que l'on apprécie ce qui se passe. Donc c'est de décrypter l'émotion, bien sûr, il y a la dimension d'émotion, mais aussi décrypter le geste, permettre aux gens de devenir experts. Quand vous devenez expert, que vous comprenez mieux, vous avez plus envie de regarder. Oui, et d'ailleurs l'athlétisme passionne les foules. Ce sont toujours des audiences records sur France Télévisions. C'est un sport qui est plus que jamais populaire, Stéphane Diagana. Oui, c'est un sport qui est universel, qui est mixte, qui est assez télégénique parce que on voit bien le corps en mouvement et je crois que on peut s'imaginer, pour le 100 mètres bien sûr, on peut s'imaginer ce que c'est que de courir moins de 10 secondes au 100 mètres, mais quand on voit un javelot qui traverse un stade et qui pèse 800 grammes, je crois que les gens se rendent bien compte de la performance athlétique et il y a donc cette identification parce que finalement on voit des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde qui sont capables de s'imposer, que ce soit des gens qui viennent d'Éthiopie, du Kenya, d'Estonie, des États-Unis ou d'Amérique latine, d'Afrique, d'autres coins d'Afrique ou d'Asie, bien sûr. Il faut apprendre à les connaître aussi. C'est-à-dire que moi, je me souviens de Léon Zitrone, la veille des commentaires du tiercé, il apprenait les couleurs de chaque jockey, les Kazakhs, tout. Est-ce qu'il faut apprendre les noms de chaque coureur, de chaque compétiteur ? Il faut connaître surtout leur parcours, bien sûr, les noms, mais leur parcours pour expliquer, pour remettre en perspective ce qui se passe sous les yeux des téléspectateurs, expliquer la saison, de dire où sont les risques, où sont au contraire les opportunités pour chacun des athlètes. Et ça, c'est le travail de suivi de la saison que doit avoir un consultant. Oui, mais ça, c'est un gros travail aussi. C'est presque comme un championnat. Ce sont des heures et des heures d'efforts. Oui, mais une fois de plus, j'aime suivre l'athlétisme, donc ça facilite les choses. Et toute la saison, je regarde les compétitions, je visionne à nouveau parfois certaines courses sur YouTube, sur Internet de différentes façons pour prendre des temps de passage, pour regarder comment chacun construit sa course pour les différentes disciplines. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Et dans des conditions qui sont des bonnes conditions de travail, dans des petites cabines. Moi, j'ai vu des images de Georges Decaune commentant le Tour de France en 55. Il était au Parc des Princes, dans un virage, assis avec une minuscule télé, et il devait suivre et commenter le sprint. Aujourd'hui, c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est souvent dos au stade puisque on a un plateau aussi, donc il y a des retours caméra parfois face à nous. Donc on regarde sur des écrans avec parfois dans le stade des contre-jours. Et parfois à la télé, les téléspectateurs ont presque une meilleure vision. Donc il y a de l'incompréhension parce qu'il y a une chute, une image qui dure pas très longtemps, une chute à l'arrière du peloton qu'on n'a pas vu tout de suite, parce qu'on a les plus petits écrans. Et alors on reçoit bien sûr maintenant des SMS. Bah alors vous n'avez pas vu qu'il est tombé? Bah non, nous on n'a pas vu sur nos écrans parce qu'on peut pas tourner le dos pour regarder sur la piste. On doit commenter ce que l'on voit à l'image et sur un petit écran. Et si l'image est furtive, avec un contre-jour, parfois on peut ne pas voir, mais on essaye de faire du mieux possible malgré tout. Et ça veut dire tout commenter, tout regarder, pratiquement ne pas dormir pendant ces championnats, Stéphane Diagana. Il y a des sessions qui sont assez longues. Là, on en aura assez longues qui peuvent débuter en milieu d'après-midi et se finir tard dans la nuit, puisqu'en plus, au Qatar, il va y avoir des courses très tard pour éviter les grosses chaleurs, et notamment pour la marche et le marathon, ou pour l'une ou l'autre, ou les deux, le départ sera donné juste avant minuit. Donc ce sera aussi une aventure pour les coureurs qui n'y sont pas habitués. Avec des records à battre, qui seront sans doute battus? Oui, toujours des records. Le plus important, moi j'aime l'athlétisme pour la confrontation, pour cette capacité le jour J à maîtriser ses nerfs, et le championnat c'est vraiment ça. Le record, la mesure, elle est importante, mais il ne faut pas oublier que ça a ouvert la porte à une forme de déviance de l'athlétisme moderne qui consiste à comparer tel coureur qui a couru le 100 mètres à tel endroit dans tel chrono, et puis tel autre à tel endroit, et puis ils ne se rencontrent pas, alors que le chrono il a été introduit juste pour départager ce que l'œil n'arrivait plus à départager, le chrono électronique maintenant. Mais l'athlétisme, c'est la confrontation. Donc le chrono, pour moi, ou la mesure, hein, sur les sauts ou les lancers, c'est secondaire. Oui, et puis avec ce dopage dont vous parliez tout à l'heure, que vous avez évité, et vous avez fait partie d'un comité antidopage, parce que le dopage a failli tuer le sport, Stéphane Diagana. Il le menace toujours, il est toujours présent. J'ai été 4 ans membre de la commission des athlètes de l'Agence mondiale antidopage. Il y a des enjeux financiers, et on sait que pour certains, ils représentent beaucoup ces enjeux financiers, notamment pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de perspectives de réussite sociale. Ça peut être une opportunité formidable, que ce soit en France ou dans d'autres pays, on peut bien l'imaginer. Pour autant, il faut toujours réduire les mailles du filet, parce que ce qui fait la valeur aussi du sport, c'est l'émotion. Et si à un moment, il y a un doute, une émotion avec un doute, c'est plus possible. Si on se lève de sa chaise, de son siège dans un stade, ou de sa chaise devant la télé, et que l'on se dit, surtout dans un sport de mesure comme l'athlétisme, et que l'on se dit, ah bah tiens, ce record, c'est fabuleux, et puis au moment où on se rassoit, on se dit, ah bah ouais, mais peut-être que ça va à un moment poser quelques problèmes. Le sport a cette faculté à générer énormément d'émotions avec de l'inattendu. C'est ce qui fait la différence par rapport à beaucoup de programmes télé. Donc il faut préserver ça, il faut réduire les mailles sans arrêt du filet, mettre en place des modes de lutte contre le dopage qui ne sont pas mis en œuvre aujourd'hui. Moi je crois qu'une assistance juridique pour que ceux qui subissent le préjudice du dopage, que ce soit moralement ou financièrement, puissent être assistés pour faire valoir ce préjudice, et donc mettre une pression sur le patrimoine de ceux qui se construisent, je dirais, ce patrimoine en trichant, et mettre à risque même plusieurs années après, parce qu'on pourrait être inquiété sur celui-ci pour dédommager tous ceux qui ont été... Et ça va vite, hein, oui. Parce que le quatrième, quand le premier a triché et qu'il est convaincu de dopage, le quatrième, il est au pied du podium. Mais tout à coup, il devient troisième. C'est pas la même chose d'être quatrième ou troisième, et celui qui était deuxième est premier. Et ça peut faire beaucoup de préjudice à faire valoir, et peut-être inquiéter le sportif. Il s'agit pas le but, c'est pas de ruiner le sportif qui s'est dopé, mais c'est de jouer de cette arme de dissuasion, puisque l'on sait que l'une des motivations principales, c'est l'argent. Donc la dissuasion aussi, elle doit passer par l'outil, je dirais, la menace financière. Voilà. Et vous dopez, vous aussi, mais moralement, des carrières. Vous faites des conférences dans l'entreprise. Et ça, Camille Lacour et Nathalie Pécheral m'ont déjà expliqué que c'était de plus en plus courant. Vous allez dans les entreprises pour motiver sportivement les collaborateurs, Stéphane Diagana. Alors, l'idée, plus que la motivation, c'est du partage d'expérience. En fait, le sport est un univers où la quête de performance est omniprésente. L'entreprise aussi. L'idée, c'est de confronter ces deux univers, voir comment ils fonctionnent, et de partager aussi des expériences de performance. Et celle que j'ai vécue avec mon entraîneur,
qui s'est faite sur de la responsabilisation individuelle, de la délégation aussi. J'ai eu un entraîneur qui me disait si j'ai bien fait mon travail, le jour d'une finale mondiale ou olympique, je dois être utile à tenir ta bouteille d'eau. C'est un exemple de management. C'est-à-dire que beaucoup d'entraîneurs peuvent se dire mais si mon athlète devient autonome, il m'échappe, il a plus besoin de moi, il va partir. Eh bien non, je suis resté 16 ans avec cet entraîneur parce qu'il a su déplacer son niveau d'utilité ailleurs en me faisant grandir. Et ça, ce sont des problématiques que vous pouvez avoir dans l'accompagnement des talents dans une entreprise. Comment moi je me repositionne quand un talent se développe? Qu'est-ce que je lui délègue et quelle opportunité moi ça m'offre? Et mon entraîneur, il a pu développer son expertise parce que moi-même j'ai pu prendre en charge une part de l'expertise ou m'approprier, je dirais, les qualités, les compétences nécessaires pour faire du haut niveau. Et c'est pour ça que l'on a travaillé ensemble aussi longtemps. Donc ça, c'est un exemple, mais les processus de fixation d'objectifs, le partage, l'appropriation des objectifs, c'est quelque chose d'important. Et comme je vous le dis, le fait que mon entraîneur ait réussi à faire en sorte qu'à un moment, je me dise, en continuant comme ça me paraît normal ou tout à fait envisageable que je sois champion du monde ou champion olympique. Normal, envisageable d'un côté, champion olympique, champion du monde de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'exceptionnel et qui finalement n'est que l'aboutissement d'une certaine forme de logique. Donc l'idée, c'est de partager dans un sens ou dans l'autre. Le sport a autant à apprendre des bonnes pratiques, tant sur la question de la performance que sur le plan humain, des bonnes pratiques de l'entreprise et inversement. Alors, il y a quelque chose auquel vous tenez beaucoup, c'est un projet qui est cher à votre cœur pour l'avenir, Stéphane Diagana, c'est un campus sport-santé. Oui, je travaille sur un projet depuis assez longtemps avec mon épouse qui est ancienne athlète aussi. L'idée, c'est d'accueillir 2 publics aujourd'hui qui ont des attentes fortes vis-à-vis du sport. Le public des pratiquants aujourd'hui de la course à pied, du triathlon, des cyclosportifs qui se développent en Europe et ailleurs dans le monde, mais particulièrement en Europe, avec des croissances qui sont assez impressionnantes, où les personnes cherchent le défi, le challenge, et finalement à se découvrir, à se redécouvrir à travers ce genre de challenge. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir ces publics, accompagner leurs pratiques, les aider dans cette pratique, par la mise à disposition d'un environnement favorable à cette pratique dans le cadre de vacances, de séjours, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, qu'on puisse venir en famille. Donc des pratiquants de triathlon, des pratiquants de course à pied, des pratiquants de cyclisme, qui se retrouvent autour de cette passion dans un environnement hôtelier avec des infrastructures sportives et des compétences pour les accompagner. Et l'autre volet, c'est le deuxième public en attente de sport, c'est je dirais le public qui veut faire aujourd'hui du sport pour sa santé, parce que l'on sait que l'activité physique, c'est pas le sport qui est important. Le sport est un vecteur d'activité physique, mais ce qui est important, c'est l'activité physique. L'activité physique est essentielle à la prévention de nombreuses maladies, de dépression, on sait pour beaucoup de choses, même pour Alzheimer, pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, et aussi je dirais, à la prise en charge thérapeutique de ces maladies quand elles se sont déclarées pour en diminuer les symptômes. Et là, donc, on a travaillé avec des médecins pour mettre en place des programmes, soit de prévention, pour des gens qui n'arrivent pas à avoir une observance de la pratique d'activité physique selon les recommandations de l'OMS, donc dans les logiques de prévention, ou pour des gens qui ont déjà déclaré des maladies chroniques et qui doivent pratiquer une activité physique adaptée pour limiter la progression de leur maladie, voire la faire reculer, bien sûr, en parallèle de leur traitement plus classique. Et l'idée, c'est à chacun son challenge, que ce soit pour participer à un Ironman ou pour que ce soit pour pratiquer du sport de manière régulière. Quand on a un diabète ou une maladie cardiovasculaire, il faut être accompagné et il faut encourager aussi ces challenges. On ne mettra pas tous les gens au sport qui ont besoin d'en faire en disant juste faites du sport. On n'arrête pas les gens de fumer en leur disant arrêtons de fumer. Donc ça nécessite de l'accompagnement. Vous allez faire un tabac, j'en suis sûr, à partir du 27 septembre sur France Télévisions avec ces championnats du monde d'athlétisme à Doha que nous suivrons avec passion. Merci d'avoir raconté votre parcours de champion avec autant de passion, Stéphane Diagana, et continuez ainsi. Merci encore à vous. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, à demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.